Bon, ben, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être à notre lancement ce soir. Mon nom est Marie-Ève Martel. Je suis co-directrice de l'ouvrage Prendre parole, donc qui est paru hier aux éditions Somme Toute et qui est maintenant disponible en librairie. C'est un plaisir là, de vous accueillir de façon virtuelle dans les circonstances. Je suis en présence là, de ma co-directrice Gabrielle Brassard-Lecourt et de trois auteurs, donc Naël Chiab, Émilie Rivard-Boudreau et Bouchra Watik. D'autres auteurs se joindront à nous là, au courant de la soirée. Donc, en fait, Prendre parole, c'est un projet qui a duré quelques mois. Ça a été une très belle collaboration entre sept journalistes, donc des journalistes qui ont moins de 40 ans. Et aujourd'hui, en fait, je vous lève mon verre, mes chers co-auteurs, parce qu'on célèbre donc un accomplissement, un travail d'équipe formidable. On célèbre aussi l'apparition d'un essai, mais on célèbre aussi un métier qui nous unit, qui nous passionne tous les uns et les autres. Donc, Gabrielle, en fait, je te laisse la parole pour la suite. Merci Marie-Ève. Donc, comme Marie-Ève l'a dit, c'est un projet qu'on a idéalisé, elle et moi, il y a un petit peu plus qu'un an. Puis, ça s'est vraiment très bien fait. Puis, on avait vraiment envie de faire un ouvrage qui allait parler, entre autres, aux futurs journalistes pour leur dire qu'il y avait de l'espoir, puis qu'on faisait des trucs cool, puis qu'on était encore un peu, qu'on était actifs. Et c'est aussi un ouvrage qui s'adresse au grand public pour vous expliquer un peu comment on fait notre métier, comment ça nous est sorti, comment on a tracé nos chemins. Puis, on a choisi évidemment des journalistes qu'on apprécie, qui sont aussi nos amis, tout ça, mais qui aussi avaient quelque chose d'intéressant à dire, qui avaient des parcours inusités, originaux. Donc, c'est pour ça qu'on est allé les chercher. Donc, on va leur donner un peu la parole pour qu'ils expliquent un peu chacun leur texte. Donc, on peut commencer par Naël. Vas-y. Déjà, je tiens à vous remercier, Marie-Ève et Gabriel, pour l'invitation puis l'initiative. C'était vraiment chouette de voir tous ces textes-là au sein d'un très, très bel ouvrage. Je trouve très, très beau. Puis en fait, moi, en prenant le temps de réfléchir sur ce que je faisais, je me suis, je me suis un peu rendu compte que je suis peut-être plus tant la relève, puis ça m'a vraiment déprimé à certains égards. Euh, mais c'est sûr que j'ai parlé de journalisme de données, moi, dans mon texte. Donc, c'est vraiment ce que je fais pour CBC Radio-Canada. Donc, je suis un journaliste qui fait de la programmation informatique, fait de l'analyse de données dans une perspective journalistique. Et dans le fond, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon texte, c'est pourquoi je pense que le journalisme de données est important, mais aussi et surtout la place qui est réservée à la relève en journalisme de données au Québec. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai de la chance de travailler au sein d'une équipe à Radio-Canada et de pouvoir faire cette spécialisation-là. Mais je me demande, j'espère qu'il va y avoir plus de place pour de jeunes journalistes qui vont pouvoir faire cette pratique-là, puis se casser les dents sur les premiers bugs, sur expérimenter avec des algorithmes, parce que c'est super important. Les partis politiques utilisent des données pour essayer de deviner si vous allez voter pour eux ou pas. Les gouvernements utilisent des données pour justifier leurs décisions. Toutes sortes de compagnies privées utilisent des données pour faire de l'argent et même parfois changer le comportement de leurs utilisateurs pour faire plus d'argent. Donc, il y a toutes ces questions-là d'imputabilité algorithmique dans notre société qui sont super importantes. Puis parfois, les journalistes, on a un petit peu peur des chiffres, on a un petit peu peur du code, mais je pense que certains d'entre nous peuvent vraiment se plonger là-dedans, puis ce serait d'un très, très grand intérêt public. Puis j'ai aussi, à la fin de mon texte, donné la parole à plusieurs stagiaires que j'ai eus tout au long des dernières années pour voir un petit peu cette relève-là, puisque je suis plus tant la relève peut-être, cette relève-là, comment eux, ils voyaient le métier, puis les obstacles auxquels ils font face. Alors j'espère que pour le grand public, ça va démystifier un petit peu ce qu'est le journalisme de données. Pour les consoeurs et confrères journalistes, peut-être que ça va leur donner le goût d'explorer cette spécialisation-là. Puis pour les patrons de presse, j'espère que ça leur donnera aussi l'envie de créer plus de place dans les salles de nouvelles pour le journalisme de données au Québec. Super.
Émilie, toi, tu as un parcours assez différent. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, donc moi, je vous parle en direct de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, moi, je suis journaliste pigiste. Ça fait environ 7 ans. À travers ça, j'ai travaillé beaucoup avec Radio-Canada ici en Abitibi, mais j'ai toujours fait de la pige en parallèle. Puis, il y a environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment fait le choix complètement de couper les ponts avec Radio-Canada pour me consacrer uniquement au journalisme, à la pige. Et donc, dans Prendre parole, la façon que j'en parle, en fait, c'est que je m'adresse à la journaliste, Plus de place dans les salles de nouvelles. à la journaliste Martine Defoy, qui est donc une journaliste d'expérience d'RDI, puis en fait, qui vient d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on a vraiment fait une vraie correspondance particulièrement l'été dernier. Donc, on se donnait des rendez-vous, on échangeait ensemble sur notre métier, puis aussi les choix de carrière qu'on a fait. C'était vraiment intéressant. Donc, elle a fait le choix d'être comme toujours dans la même organisation et de quitter la région et de s'en aller à Montréal. Et donc, dans ma correspondance, la réflexion que je porte, puis c'est une réflexion que j'ai depuis que je suis toute jeune, en fait, que quand je regardais la télé, j'écoutais la radio, je voyais des journalistes passer, donc, des visages, on s'habitue, puis là, boum, ils s'en vont, puis là, on les retrouve, ils sont à Montréal, on sait qu'ils sont à Québec et qu'ils sont ailleurs. Puis là, je me disais, mais pourquoi ils partent? Genre, ils sont bons, puis ils partent, mais nous, si tout le monde qui est bon part, qu'est-ce qui reste pour l'information régionale, dans le fond? Donc, ça, c'était une préoccupation que j'avais. Puis, donc, on parle un petit peu de nos choix respectifs. Puis, moi, j'avais aussi l'impression que peut-être que les bons journalistes avaient un petit peu voyaient de haut un peu les médias régionaux. Et donc, Martine démystifie ça un petit peu. Donc, elle voyait comme d'autres opportunités personnelles, professionnelles à aller ailleurs. Puis moi, ça a été le contraire. C'est qu'à la pige, le fait d'être ici en Abitibi, bien, ça fait que je me démarque de plusieurs autres pigistes et puis ça me donne l'occasion de me démarquer. Puis en fait, ça m'a donné l'occasion de publier dans vraiment beaucoup de médias, des médias reconnus au Québec, qui autrement, j'aurais probablement pas pu. Et dans ma réflexion, justement, donc j'ouvre en disant que les journalistes pigistes, ils ont un grand rôle actuellement, puis j'espère qu'ils vont le garder dans le futur, à mettre de l'avant ce qui se passe dans les régions, parce que dans les grands réseaux au quotidien, c'est quelque chose qui est plus difficile, même s'ils ont des antennes régionales. Les sujets, à moins que ce soit des grosses crises, aboutissent difficilement dans les réseaux, tandis que les pigistes qui prennent une partie du risque à se déplacer. Et donc, moi, je suis ici, il y en a d'autres qui le font, il y a Guillaume Roy au Lac-Saint-Jean, mais il y a d'autres pigistes montréalais aussi, montréalaises de Québec aussi, qui ont fait leur marque comme ça, qui se sont déplacés sur le territoire et que ça a fait naître des belles histoires. Donc, c'est un plaidoyer pour la pige et le rayonnement des régions dans les médias nationaux. Merci, Émilie. Puis pour être moi-même journaliste en région, je partage ta vision et ta passion de faire du journalisme en dehors des grands centres. On passerait maintenant la parole à Michaël Nguyen, donc, qui est aussi le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, en plus d'être journaliste judiciaire au Journal de Montréal. Michaël, parle-nous un peu de ta participation, de ta contribution à notre collectif. Alors, bonjour à tous. Donc, comme disait Marie-Ève, je suis journaliste judiciaire pour le Journal de Montréal. Et une de mes obsessions, moi, c'est la transmission du savoir. Parce qu'on a un métier absolument magnifique, mais en même temps, c'est un métier qui doit se renouveler. Tu sais, il y a des anciens qui sont là pendant longtemps, qui ont leur place, mais en même temps, ces anciens-là, un jour, ils vont prendre leur retraite. Puis quand ils vont prendre leur retraite, il ne faut pas qu'il y ait un gap, justement, en disant, les nouveaux, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas pu se faire la main parce que les anciens étaient là. Fait que résultat, il faut recommencer à zéro. Puis, en étant au palais de justice, il y a toujours eu une transmission du savoir vraiment, vraiment grande. Tu sais, les anciens ont toujours aidé les jeunes, mais dans la dernière décennie, j'ai pu être témoin de la salle de presse, de la salle média,
qui s'est rapetissé à un niveau incroyable. On parle en 2010, on était une douzaine de journalistes en permanence affectés à la couverture judiciaire. On n'est plus que 3 maintenant. Plusieurs médias avaient 2 journalistes, puis souvent, c'était un duo d'un vieux loup avec un jeune. Ça permet justement le jeune d'apprendre du vieux. C'est la transmission de l'expérience, d'apprendre à lire entre les lignes. Le journalisme spécialisé, ça a une valeur, ça a une force. Et malheureusement, depuis quelques années, il y a une tendance vers la polyvalence. Et je pense que tout le monde l'a entendu en disant, pour être journaliste, il faut que vous soyez polyvalent. Puis polyvalent, ce n'est pas juste être capable de faire de la télé, de la radio, de l'écrit, c'est aussi être capable de couvrir tous les sujets différents. Mais, comme on dit, en étant capable de faire tout, au final, oui, on est capable d'éteindre des feux, mais on n'a pas de surspécialisation, on n'a pas les contacts dans le domaine, on n'a pas cette capacité de lire entre les lignes, parce que ça, c'est ce qui vient avec l'expérience. Et malheureusement, les jeunes, ils ne peuvent plus se permettre de gagner cette expérience-là parce qu'ils sont garrochés un petit peu partout. Donc, moi, c'est vraiment un plaidoyer pour la transmission du savoir, pour le journalisme de beat, justement, de dire il faut qu'on puisse transmettre ce savoir. Il faut que les jeunes apprennent des plus vieux pour que quand les vieux partiront, les jeunes pourront prendre leur place, ils seront opérationnels, il n'y aura pas de trou dans l'information qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que la personne, que le nouveau se fasse des contacts, qu'il arrive à comprendre, qu'il soit laissé à lui-même en plus. Ça prend ça, je pense, mais malheureusement, avec la situation économique des médias, avec les GAFAM qui siphonnent les revenus publicitaires, malheureusement, beaucoup de salles de nouvelles ne peuvent plus se le permettre. Ils peuvent même plus se permettre d'envoyer un vétéran tous les jours. Mais ça, le problème, c'est qu'ils se disent, c'est pas grave, il y a les grandes causes importantes. Dans ce cas-là, on envoie les journalistes quand il y a des grosses causes importantes, sauf que les journalistes de beat, que ce soit le judiciaire, que ce soit à l'Assemblée nationale, au politique, à la santé, dans les journées creuses, ils ne font pas rien. Ils entretiennent leurs contacts, ils parlent avec leurs contacts, si bien que quand un événement majeur arrive, directement, en 10 minutes, ils sont capables de bien cerner la situation, de comprendre le problème, de parler aux gens, de trouver les bons intervenants, ce qui rend le travail beaucoup plus efficace et c'est le public qui y gagne parce que beaucoup plus rapidement, il peut avoir un portrait plus juste et plus complet de la situation. Donc vraiment, moi, mon dada, c'est vraiment la transmission du savoir, de prendre les jeunes sous nos ailes pour vraiment leur transmettre qu'est-ce qu'on sait, pour créer une nouvelle génération de jeunes journalistes opérationnels qui feront un travail remarquable et en espérant qu'eux, plus vieux, ils fassent pareil, puis que la roue, elle tourne, parce qu'on est tous remplaçables, mais au final, il faut que ce soit le public qui gagne et qui soit bien informé. Merci beaucoup, Michael. Puis justement, on parlait de journalisme de beat avec un sujet un peu plus précis. C'est un peu le cas de Bouchra. Toi, tu travailles en journaliste scientifique depuis quand même longtemps. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta partie dans le livre? Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai eu un petit changement de trajectoire entre le moment où j'ai commencé ce projet de livre et maintenant. Donc, en ce moment, je suis journaliste scientifique à l'émission Découverte, mais au moment où j'ai pris part au projet et donc ce dont je parle dans le livre, c'est plutôt mon travail au Décrypteur, qui est une émission consacrée à la désinformation, à la lutte contre la désinformation. Et j'ai été dans ce projet-là des Décrypteurs pendant 2 ans. Donc, c'était vraiment de mettre sur pied une équipe de journalistes pour sensibiliser le public au problème de la désinformation, leur apprendre comment vérifier l'information et comment donc ne pas tomber dans le piège de partager des fausses nouvelles. Et puis quand on a commencé les décrypteurs, c'était donc début 2019, c'était des trucs assez anodins, des rumeurs comme quoi notre je sais pas, le poisson qu'on mange est nourri aux excréments ou des trucs pas super viraux, pas super gros. Et puis, donc, c'est le genre de choses ou des photos truquées, donc c'est le genre de choses qu'on debunkait, là, entre guillemets. Mais rapidement, il y a eu la pandémie de COVID-19 et ça a complètement bouleversé le travail qu'on faisait parce que là, c'était plus seulement des petites fausses nouvelles virales, insolites. C'était vraiment un problème de santé publique, une épidémie mondiale
qui faisait encore plus de dégâts parce que les gens remettaient en question les mesures de santé publique, parce que les gens refusaient donc de porter le masque, donc ne faisaient pas confiance au vaccin. Donc, c'est quelque chose qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça a rendu encore plus pertinent le fait de parler de désinformation parce que c'était vraiment un exemple flagrant des conséquences que la désinformation peut avoir. Et donc, dans le livre, j'entretiens une correspondance fictive avec un internaute qui partage des fausses nouvelles, mais c'est le genre de questions qui reviennent souvent. Donc, par exemple, des gens qui disent, bon, il y a des vrais complots, pourquoi on devrait croire tout ce que nous disent les gouvernements? Et puis, j'explique justement que c'est correct de remettre en question ce que disent les autorités. On le sait en tant que journaliste, les autorités, les gouvernements ne sont pas toujours transparents sur tout. Donc, c'est bien d'avoir un esprit critique, mais de là à aller à croire que tout est faux, que tout est fabriqué, que les médias sont dans un complot, là, ça devient un peu déconnecté de la réalité. Donc, j'explique, j'essaie de donner aux lecteurs quelques outils pour départager ce qui est légitime comme question, comme scepticisme, à ce qui est de l'ordre de la théorie du complot ou de la fausse nouvelle. Et puis aussi, je tiens un peu à rassurer les gens. En fait, on a vu beaucoup avec la pandémie qu'il y a beaucoup de gens qui se moquaient de leurs proches qui étaient anti-masques, anti-vaccins ou qui croyaient que le virus venait d'un laboratoire. Et puis, moi et mes collègues au décrypteur, on ne pense pas du tout que c'est la bonne approche à avoir de se moquer de ces gens-là parce que ça ne fait que les radicaliser, si on veut. Donc, en fait, le fait de croire à des théories du complot n'est pas un signe qu'on n'est pas intelligent, c'est pas un signe qu'on n'est pas éduqué, c'est en fait quelque chose qu'on est prédisposé en tant qu'être humain à faire. On a tendance à vouloir chercher les causes aux événements et donc à vouloir faire des liens. Donc, j'explique un peu que si quelqu'un croit à des théories du complot, à des fausses nouvelles, il ne faut pas se moquer de cette personne-là parce que finalement, notre cerveau est prédisposé à ça. Et puis, j'explique aussi un peu comment cette notion de fausse nouvelle, elle s'est retournée un peu contre les médias, c'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui disent, bon, les fake news, c'est les médias, c'est les journalistes. Donc, Trump était un de ceux qui utilisait beaucoup ce terme-là pour attaquer les journalistes. Donc, j'explique qu'est-ce que fait vraiment, c'est quoi le travail des journalistes, parce que des fois, ce genre d'accusation-là vient du fait qu'on ne comprend pas toujours comment travaillent les journalistes. Il y a des gens qui pensent que les journalistes sont les porte-parole des gouvernements ou qui sont payés par leur patron pour dire telle ou telle chose, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, j'explique finalement quelle est la démarche que fait un journaliste et quelle est la démarche qu'on fait quand on dément des fausses nouvelles, quand on dément des fausses informations. Donc, j'essaie à travers tout ça non seulement de sensibiliser les gens à quel point c'est un problème à prendre au sérieux, la désinformation, mais aussi comment faire sa part. Donc, le souhait que j'ai en tant que journaliste, c'est que les gens soient capables de faire un peu le travail que font les journalistes un peu par eux-mêmes. Donc, d'être capable de faire la part des choses lorsqu'ils voient quelque chose sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils se font parler d'une théorie du complot, d'être capable de savoir où chercher l'information, comment remettre en question ce qu'on leur dit. Donc, finalement, c'est vraiment comment faire preuve d'esprit critique, donc de poser des questions sans tomber dans le piège de croire que tout le monde nous ment. Donc, j'espère à travers ça là, pouvoir donner quelques pistes aux lecteurs pour pouvoir s'éduquer et éduquer leurs proches à ce problème-là de la désinformation. Merci, Bouchra. Justement, le chapitre de Marie-Ève va un peu dans cette lignée-là, hein, donc tu peux y aller, Marie-Ève.
Bon. En fait, dans le livre, là, mon chapitre suit celui de Boucherat pour des raisons évidentes. C'est sûr que, bon, j'ai publié Extinction de voix en 2018, dans lequel je m'attarde beaucoup à la question du journalisme régional. Je ne voulais pas faire de la redite, surtout je voulais laisser à Émilie la possibilité de présenter son point de vue parce que c'est extrêmement rafraîchissant aussi, sa vision de l'information locale. J'ai donc enfilé mon chapeau un peu plus militant. Et donc, j'interpelle le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ainsi que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et les députés de l'Assemblée nationale dans ma lettre, pour les implorer de mettre sur place un programme d'éducation aux médias, un programme complet et structuré là, qui va faire tout le cursus scolaire, là, donc des élèves du primaire jusqu'à la fin du secondaire, peut-être même au niveau collégial. Donc, justement, dans l'optique, là, comme Boucherat vient d'en parler, que les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain soient mieux outillés pour faire la différence entre les contenus qui sont véridiques et les contenus qui sont fallacieux. Le problème actuellement avec Internet et surtout les médias sociaux, c'est que tous ces contenus-là sont présentés, ils sont sur un même pied d'égalité et donc ça prend quand même un certain travail là, pour pouvoir faire la part des choses. Je pense aussi qu'on doit, là, comme société, considérer que l'information est un bien public. Et donc, en ce sens-là, ben, si on sensibilise là, la population dès un jeune âge, donc à faire la part des choses, à faire des recherches aussi pour mieux être équipé là, face à tous ces textes et tous ces contenus qui circulent sur le web, mais aussi donc à devenir un meilleur citoyen numérique. Je pense qu'on ne pourra que s'en sortir mieux dans le futur aussi parce que les technologies sont toujours amenées à évoluer. Et pour ça, bien évidemment, ça prend certaines bases. Hein. Quand on parle de littératie médiatique, de littératie numérique, ça prend aussi un degré de littératie tout court. Donc, heureusement, le système d'éducation travaille fort là-dessus et ça serait très simple finalement d'intégrer des notions d'éducation aux médias, d'éducation aux technologies, avec le web, par exemple, là, dans le cursus scolaire. On parle actuellement d'une refonte du cours d'éthique et culture religieuse pour en faire un cours d'éducation civique. Donc, la porte est grande ouverte, l'opportunité est belle pour se pencher là-dessus, sur ce projet-là. Et évidemment, oui, on pense aux élèves, on pense aux étudiants, mais il ne faut pas oublier non plus la population qui est déjà adulte, qui est sortie du milieu scolaire, donc de développer peut-être des programmes, des séances de formation et d'information, par exemple, via le réseau des bibliothèques. Donc, à l'heure actuelle, il y a plusieurs initiatives, là, dont la plus connue, évidemment, c'est 30 secondes avant d'y croire, là, qui est mise sur pied par la FPJQ. Et donc, on veut voir des projets comme ça soutenus et disséminés un peu partout au Québec pour faire finalement des Québécois, des citoyens qui sont mieux informés, des citoyens qui revendiquent une information de qualité, une information rigoureuse. Et tout ça ensemble, finalement, ça va aussi soutenir l'écosystème médiatique là, au Québec. Donc, il y a vraiment besoin de l'appui de la population pour tenir. Puis, ben moi, je suis le dernier chapitre du livre. Moi, je me suis rendu compte en écrivant que j'avais rarement parlé du fait que j'avais cofondé un média, c'est-à-dire que genre, je parle de ce média-là depuis quelques années quand on me donne l'opportunité de le faire. Puis ça fait peu de temps aussi que je me dis, tu sais, c'est quand même un accomplissement là, d'avoir fait ça, même si c'est pas parfait, même si c'est difficile, même si j'en gagne pas ma vie. Je trouvais ça quand même important de dire aux gens et au public que ben, ça se peut de créer des nouveaux espaces médiatiques. Ricochet a quand même fait ses preuves. Là, moi, j'ai travaillé beaucoup à la crédibilité journalistique de Ricochet et on l'a, même si les grands médias ne nous le diront pas, mais on sait qu'on est lu, on sait que nos histoires sont parfois reprises. Donc, je pense que pour ça, on s'est taillé une place de choix, puis on encourage beaucoup les journalistes indépendants, là, moi-même étant pigiste depuis longtemps. Donc, j'avais un peu envie de faire un chapitre sur le mode un peu essayer d'inspirer c'est ça, les jeunes qui voudraient se lancer dans un tel projet, tout en leur disant que quand même, il y avait certains défis et certains sacrifices à faire et certaines difficultés, mais que c'était possible. Puis je pense qu'en 2021, c'est plus pertinent que jamais dans la mesure où l'écosystème, comme Marie-Ève le dit, l'écosystème médiatique change. Je pense qu'on est à l'ère où on
on ne travaille plus en silo. Hein. Nous, on a toujours été très ouverts à travailler avec d'autres médias, mais on le voit même parmi des grands médias qui collaborent de plus en plus ensemble pour faire différents projets. Puis je pense qu'on cherche tous des solutions pour vivre et survivre, hein, même les grands médias. Donc, c'est tout à notre avantage de travailler ensemble puis de se dire qu'il y a de la place pour d'autres voix, pour une diversité des médias. Nous, on voulait s'intéresser à des sujets qu'on trouvait peu ou pas couverts par d'autres médias, mais on ne voulait pas nécessairement prendre la place de médias qui existaient déjà, qui faisaient très bien leur travail. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans une direction un peu différente où on fait des nouvelles un peu plus lentes, mais qui nous permet de chercher des intervenants qu'on entend moins ailleurs, où on donne plus de temps aux journalistes pour faire leurs histoires. Donc, c'est un peu ça, mon chapitre. Puis, ça me fait penser au chapitre de Thomas Deshaies, donc qui n'est pas là ce soir, mais qui, lui, prône justement un retour au journalisme plus lent. Hein. Je pense que mes collègues pourront témoigner, mais moi, quand j'ai commencé à étudier en journalisme, il y a quand même quelques années maintenant, presque une décennie, on se faisait dire que c'était le début du virage numérique et on se faisait dire que pour se faire lire sur Internet, il fallait faire des top 10 puis mettre des vidéos de chats puis écrire des phrases de 20 mots maximum, tout ça. Une quinzaine d'années plus tard, c'est plus si vrai, je pense. Le web a réussi à développer des longs formats. C'est pas vrai que les gens sont pas capables de lire plus que 2 minutes sur le web, là, quand on leur présente un contenu qui est bien fait, qui est intéressant, qui est interactif, comme ce que fait Naël, par exemple. Il y a moyen d'intéresser les gens. Nous, on le voit au Ricochet, on fait souvent des longs textes, puis notre lectorat est quand même assez jeune et on se fait lire. Et c'est un peu ça que Thomas prône dans son chapitre, là, de retourner un peu à un rythme de la nouvelle un petit peu plus lent, qui est moins dans la minute, dans l'information continue. Mais c'est ça, justement, l'information continue, la rapidité des réseaux sociaux nous a poussé un peu à produire de l'information très rapidement, puis être en compétition avec l'autre, puis sortir avant et tout ça. Puis là, on sent que, et le public et nous, je pense qu'on est un peu fatigués de faire ça. Puis le public a envie d'une information un peu différente aussi. Donc, c'est ce que met de l'avant Thomas Deshaies dans son chapitre. Donc, ça fait pas mal le tour de nos contenus. Comme vous voyez, c'est très différent d'un chapitre à l'autre, mais ça fait un bel ensemble en même temps de chemins et de voix vraiment intéressantes, différentes. Donc, on vous invite à consulter le livre. Tout à fait. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et on tâchera d'y répondre dans les prochaines minutes. On a encore un peu de temps. Donc, évidemment, ce livre-là n'aurait pas été possible sans la collaboration des éditions Somme Toute, une merveilleuse maison d'édition. On remercie beaucoup Julien Côté aussi qui a aidé à la correction, à Alexandrine, à Joanne, donc qui ont contribué aussi aux relations de presse et qui vont encore nous soutenir parce qu'on donne beaucoup, beaucoup d'entrevues à ce sujet-là dans les derniers jours. Donc, restez à l'affût. Là, on les partage aussi sur Facebook. Donc, on est très heureux là, de voir que ce livre-là suscite beaucoup d'intérêt. Évidemment, un immense merci à nos auteurs et j'ai inclus aussi ma co-directrice là-dedans qui ont accepté de sauter à pieds joints dans cette belle aventure-là qui, pour certains, était une première percée dans le monde littéraire. Je pense que c'est important de mentionner que ce travail-là s'est fait vraiment en toute collégialité avec beaucoup de plaisir parce que, comme je disais au début, c'est une passion qui nous unit tous, même si on la vit chacun de notre propre façon. Puis c'est la beauté du journalisme, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on est capable de vivre de ce métier-là et de le façonner finalement à notre image pour faire une information qui nous ressemble. Et dans ce sens-là, on a beau entendre parler depuis des années que les médias sont en crise, il en demeure pas moins que le journalisme, lui, est plus grand que les entreprises de presse et pour cette raison-là, je pense qu'il va être pérenne. Donc, on n'a pas de questions. Sur ça, je vous propose de traquer une dernière fois. Merci à tous. Félicitations. Merci à tout le monde qui a assisté à ce beau lancement-là. Donc, je vous rappelle le titre « Prendre parole, lettre de la plus si jeune relève journalistique », disponible en librairie depuis hier, le 20 avril, disponible aussi en ligne et distribué par les éditions Somme Toute. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de soirée. Merci tout le monde.